après avoir remercié la Fédération du spectacle, je vais vous commenter un peu ces images-là, en sachant qu'elles sont majoritairement extraites de l'écran rouge syndicalisme et cinéma, et que j'avais travaillé avec beaucoup de plaisir avec Marion Boulestro, qui dirige Ciné Archives et qui était iconographe du livre. Donc on avait fait une recherche un peu. On a voulu montrer des photos qui étaient iconiques, qu'on voulait rendre iconiques, comme celle avec Jean Marais, et puis d'autres qui sont beaucoup plus rares. Et je vous raconterai peut-être l'histoire de ces archives. Mais c'est surtout un prétexte pour parler de la Fédération du spectacle, de son histoire et dans sa branche cinéma. Ce qui est pour la Fédération du spectacle, c'est une fédération atypique, je le dis souvent, qui se constitue complètement sous le Front populaire, mais qui a des racines bien antérieures. Ça commence à la fin du 19e, plutôt dans le milieu des musiciens et des gens de théâtre, plutôt les machinaux. Et en fait, il y a deux fédérations qui se créent avant-guerre. Problème de reversement d'argent à la Confédération, donc à moins être autonome. Tout ça, c'est une gestation un peu lente, comme ça. Les musiciens, dès le début du XXe siècle, font des grèves. Les musiciens de cinéma, les musiciens d'orchestre, qui sont très très nombreux en France, et c'est assez payant. Donc le syndicalisme s'implante chez les musiciens assez vite. Paradoxalement, c'est un syndicalisme qui se crée aussi un peu contre le mutualisme qui avait été détourné de manière par une espèce de philanthropie patronale qui ne supportait plus. Voilà. Ils ont mené une série de grèves assez efficaces pour augmenter les salaires et revendiquer des conventions collectives. La première convention collective obtenue par les musiciens du cinéma à Pathé sur Paris en 1908. Ça dure peu de temps, mais voilà. Pour dire ça, la Première Guerre mondiale et les scissions en 1920-1921, ça va forcément affaiblir, la division affaiblit la fédération, donc les acteurs vont reprendre leur indépendance, donc il y aura les acteurs qui seront indépendants, il y aura une petite CGTU chez les machinaux et une CGT surtout chez les musiciens. Voilà. Et le siège des musiciens de la Fédé d'ailleurs ne sera pas à Paris mais à Angers, je pense. 36 vient totalement modifier l'équilibre et agrandir la Fédé. Le SGTIF qui s'est créé, bonjour Olga, qui s'est créé en 1934, qui a d'abord été rattaché à la Fédération du spectacle. Ça n'allait pas trop, ils sont rattachés à la Fédération de la chimie et ils étaient d'origine CGTU. C'est pas étonnant qu'ils soient à la chimie parce qu'ils sont du côté de la pellicule, ils sont au côté des bains, des labos et tout ça. Ce syndicat des travailleurs de l'industrie du film, il est prolo, antiraciste, antifasciste. Il est un peu en désaccord avec la Fédé du spectacle qui est plutôt corpo. Je dis très vite. Mais la Fédé du spectacle se constitue à cette époque-là. Les metteurs en scène finissent par rejoindre, qui étaient eux-mêmes assez corporatistes, finissent par rejoindre la CGT. Les acteurs finissent par rejoindre la Fédération du spectacle aussi. Donc il fallait que le SJTF quitte la chimie pour rejoindre la Fédération du spectacle, mais ils n'y sont pas allés. Ça a été compliqué. Cette photo-là qui est connue, donc vous voyez à la fois l'explosion des loisirs ouvriers, jeux de dames, jeux d'échecs, un ouvrier qui brandit le Populaire, le journal de la SFIO. Il y a marqué les joyeux grévistes de Billancourt. En fait, la grève est une joie, comme disait Simone Veil à cette époque-là. Au centre, on voit Charles Chézot qui va diriger la Fédération du spectacle après-guerre et qui était peintre à Billancourt et qui était un grand résistant donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde au sein de la Fédération. 36, c'est vraiment un moment crucial. Donc, cette photo-là est totémique, elle est dans la Fédé, elle est connue, elle a été à la une du Travailleur du film. Très beau journal sorti par le Front populaire qu'il faudra numériser à mon avis. Il y a des articles de Jean Renoir, des articles de Germaine Dulac. Cette photo-là était beaucoup moins connue. Et ça, c'est suite à l'exposition qu'on avait fait il y a longtemps. C'est Fabien Adelin, ingénieur du son, qui est le petit-fils de Charles Chézot, qui a donné à la CGT des archives familiales. Et là, on voit Charles Chézot, qui est sur le tournage de la Marseillaise, de Jean Renoir, à Antibes. Et c'est un responsable syndical, mais il a encore son marteau, il bosse sur les décors. Et voilà, je ne reviendrai pas sur l'aventure de la Marseillaise, mais c'est une grande aventure, et c'est aussi une proposition de nationalisation du cinéma français qui est en crise. Et sur ce film-là, toutes les équipes ouvrières, artistiques et techniques sont adhérentes de la CGT. L'après-guerre, on s'amusera par une petite photo que je vous montrerai tout à l'heure, peut-être. L'après-guerre, si on revient à Cannes, les mobilisations pour la défense du cinéma français en 1948. Et c'est manifeste. Ceux qui obtiennent un des grands prix
Le très beau film de Becker, qui est moins connu maintenant, Antoine et Antoinette. C'est un couple de jeunes ouvriers à Paris, ils sont froids, c'est l'hiver 46-47, il y a encore des tickets rationnement, et du coup, ils gagnent le Grand Prix, ils sont à la tête de la manif de janvier 48. Ils gagnent un Grand Prix en octobre 47, parce que le Festival de Cannes est en septembre-octobre 47. Ils défilent sur la Croisette, il y a le défilé des Croisettes. Les Américains ne sont pas là, parce que le festival n'a pas eu un label international. Donc ça permet aux vedettes françaises d'occuper tout l'espace. Le bureau V comme vedette, la loi d'aide est arrachée en septembre 48. Et on vit toujours sur ça. C'est un des piliers de la diversité culturelle, puisqu'on vote à l'unanimité du Parlement. Je dis bien à l'unanimité du Parlement. On vote cette loi d'aide qui permet une parataxe. C'était temporaire, c'était 7% à l'époque, et c'est investi dans l'industrie française du cinéma via le CNC. Donc c'est vraiment une grande conquête, suite à une manifestation. Je vais au pas de charge, mais vous avez bien fait de choisir ces photos parce qu'elles sont belles. Ça bouscule l'historien parce que je perds ma chronologie. Donc cette fameuse photo de la manif de 48, il y a cette phrase de Delannoy, il y a bientôt le Bourgogne sera remplacé par le Coca-Cola. Dans cette manif, il y a un côté un peu anti-américain. C'est le début de la guerre froide. J'y vais un peu au pas de charge. Et dans ces choix d'images qu'on a voulu, bon, il y a à la fois esthétique, un peu, j'aime pas le mot, mais un peu people, un peu populaire, qu'on voit le plus. Il y a cette photo qu'on avait trouvée pour le livre qui est assez marrante, parce qu'on voit Brigitte Bardot, qu'on a rarement vu dans des rassemblements syndicaux, avec Stelio Lorenzi. Et là, on a Stelio Lorenzi qui est un grand réalisateur de la télévision. Une petite parenthèse aussi, c'est que l'IDEC a été créé, au début c'est le CTJC, a été créé sous Vichy. L'ancêtre de l'IDEC a été créé sous Vichy. C'était une revendication du cinéma depuis les années 30. Ça courait. Mais c'est Vichy qui fait le CATJC, qui est du côté de Nice. Le CATJC, paradoxalement, est une pépinière plutôt de jeunes étudiants qui veulent échapper au STO. Et même ils projettent entre eux la vie est à nous, alors qu'il est interdit. Donc c'est à la fois, c'est sous Vichy, mais pas de Vichy, ces institutions. L'IDEC monte à Paris, et là elle est plus contrôlée par Vichy. Il y a toujours Marcel L'Herbier, qui est un cinéaste très conservateur, grand cinéaste français qui la dirige, mais lui, la société va le rallier à la défense du cinéma français. Et la victoire de 48 maintient, à mon avis, l'unité de la fédération, qui sera très peu affectée par force ouvrière. Non, cette petite parenthèse sur l'IDEC, il est passé par l'IDEC, c'était une école de l'après-guerre et permettait à des gens du peuple, par concours, de province et parfois des étrangers, d'intégrer les milieux du cinéma. C'était un frein à l'endogamie des milieux du cinéma, puisqu'il ne fallait pas être fils d'eux, ou avoir une famille, ou avoir des réseaux de relations. On pouvait par concours entrer dans les milieux du cinéma. Les milieux du cinéma restaient néanmoins assez fermés, et du coup beaucoup sont allés vers la télévision. Et les jeunes plutôt provinciaux et prolos, ils étaient formés, ils ont vu que le cinéma n'était pas toujours ouvert, ils sont allés vers la télévision, ils ont fait une grande télévision, y compris d'éducation populaire et de création artistique. Stelio Lorenzi est un de ces signatures-là. Là, on est en 62, juste après Charonne, où il y a une espèce d'émotion considérable dans le pays après la mort de ces 8 manifestants au métro Charonne. Donc c'est une grève avec prise de parole, et Brigitte Bardot se pointe. C'est pas qu'anecdotique, parce qu'à l'époque, elle était rackettée par l'OS. Et c'est une des seules actrices à avoir dénoncé ce racket. À l'époque, et peut-être qu'elle l'est, elle passe pour être plutôt de gauche, avant qu'elle dérive vers l'extrême droite et qu'elle dise n'importe quoi. Mais les vies sont complexes. Autre vedette, c'est Belmondo, bien sûr. Alors ça plaît beaucoup. Il fait aussi la une de l'almanach populaire de Journal de l'Humanité, un almanach d'humanité, à cette époque-là. Je crois que syndicalement, politiquement, on essaye de reconstruire ce qui a très bien marché avec Gérard Philippe. Gérard Philippe qui a dirigé le syndicat des acteurs après avoir mené une petite scission pour bousculer le corporatisme. Il est nommé à la tête du syndicat français des acteurs. Il s'en occupe très bien. C'est un militant dans l'âme. Il écrit pendant les tournages, il est un tournage de Mexico, il envoie des notes pour le syndicat. Il n'arrête pas de bosser. Il est fauché, comme vous le savez, à 37 ans, alors qu'il en 1959. Et Gérard Philippe, vous savez aussi que son nom raison un peu plus au canois. J'ai plusieurs fois dit que parce que son père, Philippe, était un collaborateur canois. De haute volée, si l'on peut dire, en mettant des guillemets, puisqu'il sera condamné à mort à Libération et qui va s'exiler en Espagne. Gérard Philippe prendra le contre-pied sur son père et sera résolument engagé à vous. Belmondo, qui est un gars sympathique,
mais qui est écrasé par le succès, n'a pas la tête syndicale et pas le temps consacré à l'organisation syndicale. Grosso modo, il ne faut pas grand-chose. Il y est resté un certain temps. Voilà, et il prête son nom, il participe au Gala de l'Union des artistes, et il y a Robert Sandret et Michel Piccoli, qu'on voit ici en 68, qui eux feront un travail syndical très important. Et là, les grands mouvements sociaux, forcément la Fédération du spectacle les vit, et c'est souvent des moments d'adhésion et de renforcement syndical. En 68, il ne faudrait pas résumer 68 qu'à l'interruption du festival de Cannes. Il y a aussi les États généraux du cinéma, il y a un énorme renouvellement, un bouillonnement, des contradictions et des tensions. Ce bouillonnement va permettre un renouvellement, il était nécessaire, du festival de Cannes, avec la création de sections parallèles, avec une plus grande démocratisation. Et il y aura les années 68 à Cannes qui sont bouillonnantes, sur lesquelles il faudrait retravailler à mon avis. Une fois que le Palais Croisette est fermé, parce que la grève, avec la fameuse image de Truffaut, de Berry, interrompant le festival de Cannes et Godard, le palais reste ouvert et pour les assemblées générales des syndicats. Et les lycéens et les lycéennes vont aussi au palais de festival, pour vous montrer que le palais de festival, à cette époque-là, était vraiment aussi, faisait partie de la démocratie citoyenne. Il avait été construit par des ouvriers et des ouvrières, en partie bénévolement, et c'était pas que pendant le festival de Cannes qu'il était ouvert. Il y avait les arts de Noël, les comités d'entreprise, un festival de théâtre. Et la destruction de ce festival a créé une blessure et un symbole d'éloignement du peuple du festival. Voilà. Non, et en même temps là on a récupéré des archives. Le petit livre que j'ai sorti a permis aussi de le refaire naître, ou refaire circuler une parole. J'ai appris des choses. À rappeler cette histoire-là, c'est pas que de la nostalgie, c'est aussi un point politique qui peut être important pour nos combats.